Bon, petite capsule gros cerveau, on a déjà fait un conseil de lecture. Et là, je vais vous faire un deuxième conseil de lecture parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé. On parle souvent de syndicalisme, on parle souvent de syndicats ici, et du coup, il y a des gens qui me demandaient quoi lire. Or, j'ai lu 2 bouquins récemment qui sont des références, notamment un qui est vraiment une référence sur le syndicalisme, notamment pour mon débat avec Canard Réfractaire. C'est 2 bouquins du même auteur qui s'appelle Jean-Marie Pernaut. Donc, il y a ce bouquin-là qui est très connu, qui est chez Folio, Syndicat lendemain de crise de Jean-Marie Pernaut. Et il y a un nouveau bouquin qui est sorti en 2022 de Jean-Marie Pernaut qui s'appelle Le syndicalisme d'après ce qui ne peut plus durer. Je vais vous les présenter en même temps. Pourquoi ? Parce que c'est des livres qui sont dans une continuité, c'est pas des livres qui sont si différents que ça. Je pense qu'en fait chaque livre a son intérêt. Celui-là c'est plus un essai sur ce qu'on doit faire, c'est beaucoup plus facile à lire. C'est malgré ce qu'on pense en fait, si vous regardez dedans. Il y a très peu de mots par page. Du coup ça se lit très vite. Alors que ce bouquin-là, il est il est plus condensé, c'est vraiment un livre un peu plus universitaire, on va dire, mais qui est très bien parce que vous allez avoir plein d'infos dedans, quoi. Donc voilà, si vous voulez penser le syndicalisme sans trop vous prendre la tête, lisez le deuxième. Si vous voulez vous intéresser à l'histoire du syndicalisme et à un truc plus complet, lisez le premier. Et si vous vous intéressez aux deux, lisez les deux. Donc on va partir sur syndicalisme lendemain de crise. C'est écrit en 2009 par Jean-Marie Pernaut. 2009, pourquoi ? Parce que en 2009, on a eu différents mouvements sociaux et on voit que le syndicalisme a tendance un peu à s'épuiser, à avoir du mal en fait à obtenir ce qu'il obtenait avant, c'est-à-dire dans les années 60, 70, on avait un syndicalisme fort. On se rend compte qu'en fait en 2003, on n'a pas réussi à obtenir gain de cause dans les différents mouvements sociaux. On se rend compte que en 2006, la dernière fois on a obtenu, nous encore aujourd'hui, vraiment quelque chose. Donc c'était il y a plus de 15 ans, quoi. Donc le CPE, si vous vous en souvenez. Et en 2009, rebelote, je crois que c'est un mouvement pour les retraites, je crois, en 2009. Et en 2009, les syndicats n'obtiennent pas gain de cause. Et donc, la question, c'est syndicalisme, lendemain de crise. C'est va-t-on aller vers un arrêt de cette crise du syndicalisme et vers des débouchés ? L'intérêt de ce bouquin, c'est que vous allez avoir un historique des différents syndicats en France qui nous amène à 2009 pour savoir comment est structuré le syndicalisme en France. Et donc si vous êtes débutant là-dedans, si vous vous repérez pas dans le syndicalisme où il y a plein d'acronymes, où vous comprenez rien, ça explique assez facilement l'histoire du syndicalisme français. Ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que le syndicalisme, pour ceux qui ne le savent pas, est basé en gros sur 2 branches. La branche socialiste ouvriériste du syndicalisme, qui va se former tout au long du 19e siècle. Vous allez avoir, il va être d'abord interdit un syndicalisme, il va y avoir au fur et à mesure des avancées pour avoir le droit entre personnes du même métier, par exemple, je sais pas, les coiffeurs, par exemple... ouvriers je ne sais quoi, ces gens du même métier, de demander des revendications, quoi. Au fur et à mesure, le syndicalisme va réussir à s'imposer et à devenir autorisé. Je crois que c'est en 1895 où le syndicalisme, truc comme ça, ou peut-être avant d'ailleurs, je vais regarder sur le net. 1895, c'est la fondation de la CGT, donc c'est pas ça. Donc on a le syndicalisme qui est autorisé à partir de 1884, qui va d'abord se faire en petits syndicats, qui vont après former une confédération qui va être la CGT, la Confédération Générale du Travail. Après, tout au long du XXe siècle, vous avez le développement de la CGT. Je vous laisse lire le bouquin ou vous renseigner sur... comment ça s'appelle sur Wikipédia ou sur Internet si vous voulez en savoir plus. Vous avez des grandes dates, notamment la Charte d'Amiens. Donc la Charte d'Amiens, c'est la séparation entre le syndicat et le politique en 1906. Et puis vous avez différents moments où la CGT explose, se reforme, pour arriver aux syndicats qu'on connaît aujourd'hui, qui sont basés à partir en gros de l'éclatement de la CGT après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1948, où vous allez avoir
tout se passe pas en 1948, il y en a un peu avant, un peu après, mais en gros de la CGT, vous allez avoir tous les syndicats connus aujourd'hui qui sont hérités de cette branche socialiste, donc qui sont la CNT, qui sont Force ouvrière, et voilà quoi. De l'autre côté, vous avez une autre branche qui est la branche des syndicats catholiques, syndicats qui ont été formés à la demande du pape pour répondre justement au fait que les ouvriers, ils commencent en fait enfin même pas que les ouvriers d'ailleurs, le prolétariat, il commence à adhérer à une autre idéologie que le christianisme qui s'appelle le socialisme, et l'intérêt de ce socialisme, c'est qu'il les défend sur leur lieu de travail. Donc ce que va faire le pape, c'est qu'il va demander la formation de syndicats qui seront des syndicats donc catholiques quoi. C'est la CFTC, c'est la Confédération des travailleurs catholiques. Je sais pas ce que c'est le F d'ailleurs. Hop. CFTC. C'est la Confédération française des travailleurs catholiques, tout simplement. Cette CFTC, elle va pas forcément peser beaucoup au début. Elle va peser dans certains domaines, par exemple chez les mineurs, ou dans certains endroits, par exemple en Alsace, mais elle va avoir du mal à s'imposer, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le syndicat fort, ça reste quand même la CGT, qu'elle soit divisée ou non. Avant la Seconde Guerre mondiale, la CGT est un peu divisée, mais voilà, qu'elle soit divisée ou non, la CGT, c'est le syndicat principal. La CFTC, elle va quand même tirer un peu son épingle du jeu après la Seconde Guerre mondiale pour plusieurs raisons. Parce que, elle a fait partie des forces de résistance. Et deux, parce que le gaullisme essaie de s'appuyer dessus, parce qu'elle est moins rouge que la CGT, évidemment. La CFTC, elle va donner en 1964 la CFDT, donc elle va devenir en fait renier ses attaches catholiques, et devenir une centrale syndicale moderne, quoi. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une scission après, 2 ans après, de gens qui se disent ah non, nous on est catholiques, donc ils vont reformer une CFTC, mais la CFTC d'antan, en fait, c'est la CFDT d'aujourd'hui, et la CFTC qu'on connaît aujourd'hui, qui est un petit syndicat, c'est issu de la CFDT, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, en gros, c'est ça. Et donc vous vous retrouvez avec l'organe fort de l'héritage du syndicalisme catholique, qui est la CFDT, qu'on connaît encore aujourd'hui, donc qui est un syndicat relativement modéré, et vous avez la CGT, qui est encore le gros syndicat héritier du syndicalisme socialiste. La CFDT, elle a une histoire intéressante. À partir de 1964, elle va connaître plusieurs phases, notamment elle va s'allier en fait, je crois à partir de 1966 à la CGT, dans un espèce de front, et pendant mai 68, elle va critiquer les positions de la CGT par la gauche, parce que la CGT, elle, n'est pas forcément elle est un peu sur les positions en fait du Parti communiste, donc qui sont des positions de critique des courants dits gauchistes, les maoïstes, ce type de courants qui vont être partie intégrante du mai 68 étudiant, et donc la CFDT va se donner des allures comme ça d'extrême gauche, presque d'essayer de prendre à la gauche, par la gauche la CGT, quoi. Et à ce moment-là, comme elle ne se réfère pas au socialisme, elle va se référer, elle, à un autre idéal type socialisme, mais qui n'est pas le socialisme de la CGT et du Parti communiste, qui va être l'idéal de l'autogestion. Donc l'idéal aussi, ce qu'il y avait aussi en Yougoslavie, quoi. Donc c'est marrant parce qu'aujourd'hui, la CFDT qu'on connaît comme étant un syndicat hyper mou, dans les années 70, c'était un syndicat qui était vu comme étant un syndicat vénère, autogestionnaire, et ça n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui, quoi. Ça va assez vite changer en fait en 10-12 ans. La CFDT, qui était plutôt affiliée au Parti Socialiste, va avoir un devenir de traîtrise comme le Parti Socialiste, quoi, dans les années 80, et au fur et à mesure la CFDT va se recentrer avec des accords patronaux réformistes comme ça. Alors au début, entre 1980 et 83, quand Mitterrand encore sur des bases un peu de gauche, ça va, mais le problème c'est que continuer à faire du réformisme et signer directement les accords quand on est avec un Mitterrand qui est mou du genou, c'est quand même assez droitier, quoi, comme ligne, on va dire. Et ce qui va se passer du coup, c'est que vous allez avoir des syndicats que vous connaissez sûrement si vous allez dans les manifestations aujourd'hui,
qui vont se former par rejet de cette ligne un peu de traîtrise, on va dire, de la CFDT, qui sont les syndicats sud ou solidaires. C'est-à-dire syndicats sud, c'est pour solidaire, solidaire, unitaire et démocratique, c'est pas ça? Ce qui est intéressant, c'est que ces syndicats sud qui vont se référer un peu à l'autogestion, elles ont un parcours qui est un peu le parcours que moi enfin, ce que je disais, moi, à Canard Réfractaire, quand on parlait un peu des totaux, des choses comme ça, c'est-à-dire des gens qui veulent l'autonomie, c'est qu'au début, c'est des syndicats qui sont assez autonomes et qui vont finir par devoir se mettre dans une union, et puis qui vont au final, quand ils prennent du poids, devoir se confédérer et devenir aujourd'hui, même si c'est pas une confédération, c'est une union, une union des syndicats solidaires, hein, leur appellation. On a quand même quelque chose qui est de l'ordre national, et donc forcément qui a cet aspect-là, parce que on peut difficilement avoir une autonomie totale à la base si on veut peser dans le poids français, quoi. Sinon, sur ce bouquin-là, vous avez pas mal de réflexions qui sont intéressantes. Vous avez des réflexions par rapport à un peu les biais qu'on va avoir à la fois à la CGT et à la CFDT, parce que faut quand même beaucoup s'intéresser à la CGT et à la CFDT si on veut comprendre le paysage syndical français. C'est deux grosses organisations, on peut parler des autres organisations, mais vous avez d'un côté la CGT qui, quand elle a perdu de sa puissance, parce que les syndicats étaient quand même relativement puissants en 60-70, quand il a commencé à perdre de sa puissance, s'est référé toujours à l'action, aux revendications, à des choses comme ça, en refusant un peu les jeux institutionnels. Et la CFDT, d'après l'auteur, fait l'inverse en fait. La CFDT perd un peu son côté action, revendication, parce que les gens qui voulaient faire de l'action et de la revendication vont se barrer dans les syndicats sud, vont se barrer de la CFDT, et vont être que dans la négociation. Et ce que dit l'auteur, en gros, c'est que pour qu'un syndicat fonctionne, il faut qu'il ait à la fois de l'action et de la revendication, donc du rapport de force concret de terrain, et à la fois qu'il soit aussi dans la négociation s'il peut négocier quoi que ce soit, quoi. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'auteur développe une espèce de schéma, de théorie de comment fonctionne un syndicat, et il va classer les syndicats français selon ce qu'ils savent faire et ce qu'ils savent pas faire. Et du coup, lui, il va un peu dire que tant qu'on reste dans des oppositions entre un syndicat qui fait de la négociation et puis un autre qui fait de l'action, on est un peu baisé parce qu'en fait, il faut faire les deux, et pour faire les deux, il faut que les syndicats arrêtent de s'engueuler. Sauf qu'à l'intérieur des syndicats, il y a des vieilles cultures d'opposition où on sait que la CGT veut rien lâcher à la CFDT et l'inverse, quoi. Même si aujourd'hui, on a vu quand même que pendant l'intersyndicale, ça s'est relativement bien passé. On voit qu'au moindre faux pas, ça se tire dessus pas mal, quoi. Donc je trouvais ça intéressant de ce point de vue-là. Il nous parle aussi pas mal de la représentation, parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que les syndicats sont censés représenter les travailleurs, mais il montre vraiment un processus qui est assez dialectique. L'auteur, je ne sais pas de quelle obédience il est dans les courants philosophiques, mais il arrive à nous montrer en fait ce qu'il nous explique, c'est que pour représenter les gens, ça veut pas dire prendre juste les revendications des gens qui seraient déjà là et puis arriver et puis dire tiens, les gens pensent comme ça, donc je veux ça. Ça, c'est un peu ce que font d'ailleurs les confus. Parfois, ils vont dire les gens ils sont comme ça, donc il faut prendre leurs revendications, et s'ils sont racistes, c'est pas grave, on va être raciste. Ce qu'il dit, c'est que le travail de représentation et de revendication des travailleurs et de représentation par un syndicat, c'est aussi créé par les militants syndicaux. Et c'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous allez avoir un militant syndical qui vous dit mais ça c'est pas normal, que vous allez créer de la revendication. Et ça, je trouvais ça assez dialectique comme processus, c'est-à-dire de pas penser que les revendications sont des faits abstraits qu'il faudrait juste extraire et représenter les gens facilement, mais qu'en fait la représentation elle-même, c'est un processus qui est un peu de va-et-vient entre les représentants et les représentés, quoi. Je trouvais que c'était pas mal du tout, quoi, comme truc. Bon, vous avez plein d'autres choses là-dedans. Vous avez plein de pistes aussi. Je pense que ce bouquin-là, Syndicat lendemain de crise, c'est un truc à lire. Si vous avez un livre à lire sur les syndicats au niveau théorique, je trouve que c'est pas mal. Ça vous fait un point. Ça s'arrête en 2009-2010, mais c'est déjà ça, quoi. C'est déjà pas mal.
Il explique aussi un truc dans ce bouquin que j'ai trouvé assez intéressant. Il explique la différence, par exemple, entre un mouvement social en 2006 qui va marcher, un mouvement social en 2003 qui ne va pas marcher. Et la différence un peu qu'il met entre les deux, c'est le fait qu'en 2003, on est à 4 ans de l'élection présidentielle, et il montre que mettre la pression à 4 ans de l'élection présidentielle, c'est pas la même chose que la mettre à 1 an. Et que quand on est à 1 an de l'élection présidentielle, là vous pouvez mettre une pression de ouf et que le gars se dit je vais pas être élu en fait, ça va être très très mauvais pour moi. Notamment de Villepin à l'époque qui est finito avec les CPE en 2006 quoi. Et je trouve que ça renvoie pas mal à aujourd'hui où Macron il a fait très vite passer la réforme des retraites. Et je pense qu'en 2026 s'il avait voulu la faire passer, ça serait pas passé pareil parce que il y a les élections dans 1 an et tu peux pas non plus te prendre une sauce comme il a pris quoi. Alors qu'aujourd'hui les gens ont le temps aussi un peu d'oublier et d'avancer. Donc bref, vous avez plein de choses du genre, mais j'ai trouvé que c'était un bouquin sourcé, assez matérialiste quoi, et que c'est cool comme truc quoi. Ça fait toujours plaisir ce genre de bouquins qui te font avancer sur un sujet. Ensuite, deuxième bouquin, celui-là, donc c'est plus un essai, syndicalisme, le syndicalisme d'après, ce qui ne peut plus durer. Et en gros, il va questionner, aujourd'hui, en 2022, à l'époque où il écrit, donc il n'y a pas encore eu le congrès de la CGT, il n'y a pas encore eu de mouvement social, mais il va questionner un peu pourquoi on est encore impuissant et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à inverser ce déclin syndical. Il questionne aussi le fait, est-ce qu'il y a toujours besoin de syndicalisme, enfin bref, des choses du genre. Oui, ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, qui est l'auteur, c'est un syndicaliste. Alors oui, je crois que c'est un mec qui était à la CGT, mais c'est un mec qui est spécialiste des questions syndicales, surtout le syndicaliste d'après, ce qui ne peut plus durer. Parce qu'en fait, là-dedans, il va pas vous refaire toute l'histoire des syndicalismes français, mais par contre, il va vous en refaire une qui est beaucoup plus réduite et qui va vous permettre en fait de reprendre le fil et de comprendre un peu les enjeux par rapport à l'histoire à l'histoire quand même des syndicats. Et là-dedans, il va pour le coup vraiment se concentrer sur la CFDT et la CGT parce que c'est le plus important. Il va parler évidemment du développement du tissu productif français. Parce qu'il faut comprendre que le syndicalisme s'est développé à partir d'un syndicalisme de métier. Au début, c'était le métier qui comptait quoi. Donc le métier, c'était par exemple, t'allais avoir, je disais les coiffeurs, vous pouvez avoir un syndicat dans le bâtiment, vous allez voir, je sais pas, un syndicat des peintres, un syndicat des maçons, des trucs comme ça, quoi. Et ce syndicalisme, il va être vite dépassé par un développement syndical qui va être intéressant, qui va être le syndicalisme d'industrie. C'est-à-dire que vous allez avoir des grandes branches, par exemple l'industrie de la chimie, ou je sais pas, la métallurgie, des trucs comme ça, quoi, qui vont regrouper des métiers. Et l'intérêt de tout ça, c'est que vous allez pouvoir avoir des actions syndicales au niveau d'une industrie, ce qui va être beaucoup plus efficace, et surtout des négociations au niveau d'une industrie. Et ça change tout, parce qu'en fait, si vous avez si vous négociez tous dans votre coin, vous allez obtenir beaucoup moins de choses que si vous négociez tous en même temps à un seul endroit, et notamment si vous avez des gens, si vous avez un CDI, vous êtes bien placé, vous allez pouvoir négocier ce que vous voulez. Par contre, le mec qui vient d'arriver, qui a pas trop les bases, qui est peut-être pas encore titularisé, il va avoir du mal à être comment ça s'appelle, à négocier lui. Et bien l'intérêt, c'est que ce que vont développer et ce que vont obtenir par la lutte les travailleurs français, ça va être des conventions collectives, c'est-à-dire des capacités de négocier dans des niveaux de branches, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'au lieu de négocier avec ton patron, tu vas négocier dans toute une branche et tu vas dire le minimum horaire, le maximum horaire, c'est ce truc-là, le nombre de RTT, c'est ce truc-là, et tu vas négocier en fait de manière beaucoup plus facilement et pour tout le monde en tapant comme ça, quoi. Et là, on a dans le chat, sauf qu'aujourd'hui, les conventions collectives sont en train de disparaître. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de mai 68, les accords de Grenelle reconnaissent le syndicat d'entreprise. Et là, on passe à un troisième niveau de syndicalisme, qui est le syndicalisme d'entreprise.
ce que dit l'auteur, c'est qu'au départ, c'est une avancée. C'est-à-dire qu'il y a un syndicalisme qui est puissant en France, qui est très puissant, qui fait déjà du syndicalisme de branche. Et comme il fait du syndicalisme de branche, c'est cool, mais il y a aussi peut-être moyen de négocier des trucs dans les entreprises, quoi. En gros, c'est ça. Au début, c'est une avancée, le syndicalisme d'entreprise. Le problème, c'est que le syndicalisme d'entreprise va, au fur et à mesure, se substituer à la branche. Et c'est-à-dire qu'au lieu de négocier une convention collective pour tout le monde dans la branche, ça va finir que chaque entreprise négocie son truc, et donc tu as des entreprises qui vont arriver à niveler par le bas, quoi, alors qu'au niveau collectif, on arrivait à obtenir beaucoup plus, quoi. C'est souvent ce que font les capitalistes, hein, essayer d'individualiser les problématiques, parce que tu négocies moins bien tout seul qu'à plusieurs, et parce que du coup, si tu as par exemple une convention, si tu as par exemple t'as négocié des trucs bien dans une entreprise, aujourd'hui on va te dire ok, je sais pas, les femmes de ménage de telle entreprise, elles sont bien payées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas en employer en fait dans notre entreprise, on va employer des femmes de ménage d'une entreprise de sous-traitance qui seront moins bien payées, parce que toi t'as négocié dans ton entreprise. Alors que si tu avais négocié au niveau collectif, au niveau de la branche des femmes de ménage, tu n'aurais pas eu ce problème-là. Et donc en fait, au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu la baisse, cette histoire. Sauf que ce qui est très intéressant et que j'avais jamais entendu avant dans ce livre, alors vous allez peut-être me dire que je manque de culture syndicale, je sais pas, c'est qu'il y a souvent ces oppositions-là avec des gens qui disent il faut retourner à la branche, il faut retourner à la convention collective, au syndicalisme d'industrie, tout ça. Mais ce que dit l'auteur, c'est qu'au final, aujourd'hui, il y a eu tellement de développement international, de choses qui dépendent en fait, de plusieurs branches qui sont toutes interconnectées, que c'est même plus vraiment le souci. En fait, ce serait peut-être mieux de retourner à un syndicalisme de branche, mais que ça ne serait pas suffisant, en fait. C'est ça qu'il dit. Il y a quelqu'un qui dit d'externalisation, mais c'est un peu ça, tu vois. Il y a des choses de partout, substituables très rapidement, et donc du coup, le syndicalisme, il a repensé par rapport à ce système productif-là, tout en arrivant aussi à inclure tous les travailleurs qui sont dans des auto-entreprises, qui sont des travailleurs, parfois même des travailleurs détachés, tout ça, et qu'on peut pas juste dire ça marchait bien dans les années 50 avec les branches, on va retourner comme dans les années 50, quoi. Donc je trouve que la réflexion était relativement intéressante. Il pose aussi la question des syndicats, de la place du mouvement social dans le syndicat et du manque de projection dans l'avenir dans un idéal commun. Il dit ce qui a fait la force aussi du syndicalisme, c'est la perspective socialiste ou la perspective autogestionnaire dans la CFDT. Et il dit aujourd'hui, il n'y a plus de perspective. Et donc du coup, c'est pas pareil quand vous êtes dans un syndicat et que vous allez faire grève et que vous avez tout un tas de mythes, de la grève générale, de l'idéal du socialisme et tout, que quand vous allez faire grève et vous vous dites juste voilà, c'est pour 50 balles de plus, bon c'est cool, tu vois, mais ça te transcende beaucoup moins, quoi. Donc il parle de ça, et c'est quelque chose, moi je trouve, que je renvoyais avec cet aspect dont je parle souvent sur la chaîne et que j'opposais un peu au canard réfractaire, c'est de déboucher unitaire clair, quoi. Qu'est-ce qu'on veut et je trouve qu'il faut pouvoir répondre à cette question, et je trouve qu'aujourd'hui on arrive quand même à converger avec d'autres forces de gauche, c'est-à-dire de dire on veut l'écologie, l'antiracisme, le féminisme, le socialisme, quoi. Un truc clair, un pôle progressiste, quoi. Et donc du coup il pose la question des mouvements sociaux, des différents mouvements sociaux, et de comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui intégrer ces mouvements sociaux aussi avec le syndicalisme, parce qu'il dit les gens qui sont dans les mouvements sociaux, qui sont, je sais pas, féministes, qui sont écolos, ils sont aussi travailleurs, et en fait on a une séparation des militants, comme si, on scinde le truc et ça nous empêche d'avoir un débouché unitaire clair et d'avoir une grosse force de frappe, alors qu'en fait c'est logique en fait de descendre dans la rue à la fois avec attaque, avec tel groupe écolo, tel groupe féministe, tel groupe antiraciste, quoi. C'est assez logique, quoi. Et je peux vous lire un petit texte si vous voulez, hein. C'est pas mal ça, hein. Il le dit là dans le texte. Je vous cite un passage, il dit « La classe n'a pas disparu. Elle a moins conscience d'elle-même parce que la communauté qui en était la forme spontanée s'est diluée dans l'espace géographique, dans celui des qualifications.
Avant de prétendre la représenter, il faut d'abord recréer les identités collectives qui la fondent. Pour cela, il faut renouveler les modes d'organisation qui permettent de les constituer. La tâche n'est pas simple, elle oblige à repenser les organisations du syndicat de base jusqu'aux structures internes des centrales syndicales, ce sur quoi se sont construits tout appareillage des organisations, les lieux de prise en charge revendicative, les modes d'échange, de confrontation interne, la construction des instances de direction. En clair, ce schéma remet en cause une partie de l'architecture des confédérations et en particulier des fédérations professionnelles qui constituent encore bien que fragilisées les poutres maîtresses des édifices confédéraux. Plusieurs centrales syndicales ont d'ailleurs commencé à redéployer leur structure. Il n'y a guère que la CGT à camper dans l'immobilisme. Alors que plusieurs structures interprofessionnelles ont pris des dispositions dans ce sens, les grandes fédérations figent l'évolution des structures et se transforment peu à peu la plus ancienne des confédérations françaises en musée des arts et traditions syndicales. Je trouvais ça intéressant ce truc-là justement pour dire qu'on a en fait des inerties structurelles. Il y a la bureaucratie, mais il y a même la structure des syndicats sont pas forcément adaptés. Beaucoup de gens sont au courant, mais c'est pas évident à changer. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, les mouvements sociaux sont moins adaptés et sont moins efficaces parce qu'on a moins de structures adaptées, quoi. Et la CGTC là, vous en pensez quoi? Moi, je suis plutôt favorable à la CGTC là, même si tu vois, il y a des gens qui vont être. La CGTC là, c'est la CGT. C'est le syndicat des étudiants, lycéens et apprentis. Et je me suis posé la question justement parce que les gens qui sont pour les syndicats d'industrie, souvent ils sont contre la CGTC là parce qu'ils disent non, si vous avez un apprenti, il va aller dans son syndicat de branche, par exemple un apprenti maçon, il va aller dans son syndicat de branche. Et si vous avez un apprenti peintre, il va aller aussi dans le syndicat dans la branche. Syndicat, comment ça s'appelle, du bâtiment, quoi. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui passent du temps quand même dans les facultés, qui sont parfois militants, de plus en plus, avec la cause écolo, des trucs comme ça. Donc les intégrer dans des structures syndicales, ça peut être intéressant. Ils ont des revendications étudiantes aussi. Et en plus de ça, les gens qui sont apprentis et qui se retrouvent dans des branches, je pense que c'est intéressant, qu'ils se retrouvent aussi dans un syndicat avec les autres précaires, parce que les étudiants, les apprentis, c'est des précaires aussi. Et parce qu'ils sont amenés à changer. Aujourd'hui, on voit plein de gens qui font 2 ans dans tel endroit, 2 ans un autre apprentissage autre part, et si à chaque fois, il faut qu'ils se renouvellent totalement dans une nouvelle fédération, je pense que c'est un peu dommage. Donc on pourrait très bien imaginer en plus une double adhésion, à la fois à la CGTC là, et à la fois à la CGT de la métallurgie, ou je sais pas quoi. Moi, ça me paraît pas bête, et je pense que ça permet de prendre en compte la disparité et les statuts un peu spécifiques des jeunes, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la CGT, et c'est un peu le problème, quoi. Là, il fait un bon historique, je trouve, qui nous amène à des problématiques actuelles par rapport aux syndicats. Il nous dit: les premiers syndicats se sont construits dans la dernière partie du 19e siècle sur la base du métier. Et jusqu'aux premières années du 20e siècle, l'identité professionnelle était celle du métier. C'est à travers cette référence que les ouvriers se reconnaissaient comme travailleurs, et les ouvrières comme travailleuses. Le métier était la base de leur solidarité. La solidarité était la résistance à l'employeur dans la défense du tarif. Dans la solidarité sociale par l'organisation mutualiste, tout passait par la référence au métier et au local. L'entreprise devient une référence concurrente à partir du moment où elle existe sous sa forme moderne, c'est-à-dire un peu avant le tournant du XXe siècle. Dans la manufacture, qui est la forme intérieure d'organisation de la production, les ouvriers et les ouvrières travaillent côte à côte. En grand nombre, ils ne sont reliés entre eux que parce qu'ils font le même métier, mais leur travail n'est pas d'ordre collaboratif. Ces usines utilisent le progrès technique, mais elles n'en créent pas elles-mêmes. Les travailleuses et travailleurs sont en gros les fournisseurs de services régis par un contrat de louage. Qu'ils travaillent à domicile ou à l'usine, le lien entre celles et ceux qui travaillent relève de ce qu'Émile Durkheim appelle la solidarité mécanique. Avec l'essor du machinisme apparaissent des possibilités nouvelles et multiples dans la production. Il ne s'agit plus d'additionner des gestes artisanaux parce que les nouvelles machines disponibles créent des formes de travail plus coopératives et plus innovantes. L'entreprise fabrique du progrès technique, ou plutôt, elle est le lieu où ce nouveau travailleur collectif permet d'inventer et de démultiplier les capacités humaines.
Toujours selon Émile Durkheim, le travail et plus largement la société passe du stade de la solidarité mécanique à la solidarité organique, où chacun dépend de chacun, avec un nouveau lien social qui voit la nécessaire complémentarité entre individus différents. Le travail, et plus exactement la division du travail, sont moteurs de cette nouvelle étape dont Durkheim et quelques autres sentent à quel point elle va bouleverser la société tout entière. La CGT est née en 1895 en rassemblant une collection disparate et incomplète de syndicats de métiers et de fédérations d'industrie et de bourses de travail. Au milieu de grandes difficultés de structuration, elle doit affronter ces nouvelles transformations du travail et de l'entreprise. Elle est traversée dès cette origine par la tension entre organisation par métier et organisation par industrie. Donc ça, c'est ce que je vous disais, les organisations par industrie vont dépasser au bout d'un moment les organisations par métier. La construction de l'édifice se réalise au prix de compromis successifs sur les modes d'organisation, mais peu à peu, une orientation se dessine qui épouse l'évolution du tissu économique sur laquelle agit la CGT. Écoutons Victor Grifful au Congrès confédéral de Paris en 1900. Jusqu'à l'avènement du machinisme, le métier a eu une définition particulière. Aujourd'hui, par le progrès du machinisme, le mot métier dans sa définition même s'est transformé. Le machinisme, en créant la division du travail, a fait que le produit qui était autrefois créé par un seul ouvrier est aujourd'hui le résultat du travail de plusieurs. Il est certain que si tout se transforme, les moyens de lutte doivent également se transformer. Le congrès d'Amiens de 1906 de la CGT est mieux connu pour d'autres raisons. Il consacre le principe de fédération d'industrie en n'acceptant plus au sein de la CGT que la création de fédérations d'industrie. Donc ça, c'est ce que je vous disais, la charte d'Amiens 1906. La CGT se sépare du politique entre guillemets, quoi, dit vous avez le droit d'adhérer à la CGT en étant un parti politique, mais vous laissez la politique chez vous, quoi, et se recentre sur les syndicats donc de fédération d'industrie pour agir un peu plus à grande échelle, et pas parce que le tissu social est devenu un tissu industriel, quoi. Les fédérations de métiers qui y sont encore présentes sont invitées à se fondre dans des ensembles correspondant aux nouvelles conditions de l'action syndicale. Dès lors, la Confédération agit dans le sens du regroupement de ceux qui transforment une même matière ou concourent à la fabrication d'un même produit commun. La première à se transformer est celle du bâtiment, qui va regrouper les maçons, peintres, charpentiers, menuisiers dans une seule fédération, quand ils relevaient auparavant de fédérations de métiers séparées. Le cas de la métallurgie est plus conflictuel. Dans nombre de cas, les fusions sont compliquées parce qu'elles heurtent les identités professionnelles et hiérarchies internes au monde ouvrier. Les mouvements s'étendent cependant, la fédération des mineurs devient du sous-sol en fusionnant avec les carriers et les ardoisiers. La confection militaire va se mêler à l'habillement, les sabotiers vont se fondre à la Fédération française des cuirs et peaux. Vous voyez, c'est vraiment des trucs... il y a vraiment eu un schéma, quoi, de généralisation, de regroupement, quoi, mais qui est intéressant parce que ça permet d'agir. C'est logique que les mecs qui fabriquent les bâtiments soient ensemble et puissent du coup avoir des actions syndicales ensemble et des revendications communes, quoi. Ce mouvement est long et souvent source de conflits. Il est important car il prend en compte les transformations de la division du travail et la naissance de l'entreprise moderne. Lieu de coopération entre travailleurs exerçant des métiers différents. L'entreprise exerce alors une attraction sur le syndicalisme où elle est le lieu où on organise les ouvriers et les ouvrières, où les luttes commencent, où des arrangements sont trouvés avec l'employeur. Elles seront plus tard le lieu où va se fondre l'alliance entre travailleurs qualifiés et non qualifiés, fondement du syndicalisme de masse, c'est-à-dire une alliance constituée entre les deux réalités ouvrières qui se rencontrent dans l'entreprise, les ouvriers de métier porteurs d'une capacité de négociation du fait de leur qualification et les ouvriers non qualifiés qui fournissent le nombre dans l'entreprise moderne. C'est le lumpen, les non qualifiés, évidemment. L'entreprise est à ce moment le lieu, le garant de cette alliance. Son fondement, c'est le partage de la tâche, l'appartenance commune aux travailleurs collectifs. Son moment fort, c'est 1936, car cette alliance ne se fonde pas uniquement dans le travail quotidien, mais dans les luttes de juin 1936 qui la consolident. Mais cette attraction vers l'entreprise est contradictoire, car les syndicats se méfient du tête-à-tête avec l'employeur, et ils avaient sûrement raison. Dès l'après-Première Guerre mondiale, la CGT demande l'établissement de conventions collectives au niveau des branches d'activité qui recouvrent grosso modo les champs de ses propres fédérations. Il y a bien, dans cette histoire, une tension entre l'ancrage dans l'entreprise et la volonté de ne pas s'y cantonner. Cette tension demeure au cours du processus d'institutionnalisation des syndicats dans l'entreprise qui commence un peu
en 1936 avec les délégués du personnel élus par leurs pairs, beaucoup en 1945 avec la mise en place des comités d'entreprise, puis bien sûr avec la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise en 1968. Donc, en gros, voilà, vous avez l'entreprise, ça a toujours été un lieu de lutte évidemment, mais la reconnaissance du syndicat d'entreprise, ça date que de 1968. Et au fur et à mesure, à partir de 45, on va avoir droit d'avoir des délégués syndicaux et un comité d'entreprise, quoi. Cette dialectique demeure tant que l'action collective et la négociation dans les branches conservent un rôle moteur qui vient pleinement légitimer le rôle des fédérations professionnelles. Elle s'épuise dans l'entreprise quand l'entreprise absorbe le syndicat, lorsque la négociation annuelle obligatoire devient l'alpha et l'oméga de la lutte des classes, lorsque la branche cesse d'être un outil de solidarité entre les travailleurs, lorsque la dimension interprofessionnelle se réduit aux manifestations protestataires où l'on se rend sur des RTT et du temps syndical. C'est malheureusement vrai, hein. Là, il dit les termes un peu. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que quand on arrive dans l'entreprise, quand on commence à être reconnu dans l'entreprise, mais qu'on a derrière, en backup de toute façon, les négociations collectives et qu'on joue au niveau de la fédération et qu'on rajoute l'entreprise, c'est intéressant. Mais quand la négociation dans l'entreprise, les négociations, les NAO, les négociations annuelles obligatoires deviennent l'alpha et l'oméga de la lutte des classes, il dit, quand ça devient le truc principal et qu'on oublie la négociation commune presque, là, ça devient un peu moins bien, quoi. Ça devient un petit peu gênant. Et ce qu'il dit dans le bouquin qui est assez intéressant, c'est qu'au final, on a obtenu à des moments donnés de l'histoire du syndicalisme des grandes avancées, des institutions, des moments où on est représenté, et que le problème, c'est que maintenant qu'il y a beaucoup moins de syndiqués, on est obligé de se taper plein de réunions dans lesquelles on n'a plus le rapport de force parce que les gens savent très bien qu'on peut plus faire grève comme avant. Et donc, les syndiqués et les syndicalistes ils s'épuisent en fait à continuer tout le temps à aller dans des endroits où de toute façon ils n'obtiennent rien, quoi. Je trouvais ça intéressant comme truc, c'est assez triste, tu vois, mais il met en avant quelque chose de vrai. C'est-à-dire que oui, on a obtenu des choses, c'est pas mal de rester dedans, mais aller dans un comité d'entreprise où de toute façon tu vas obtenir des miettes parce que on sait très bien que ton syndicat est faible, c'est quand même pas mal de perte de temps et tu restes institutionnalisé sans pouvoir de toute façon négocier, quoi. Donc je trouve que c'est bien joué comme truc. Alors on continue. Donc il disait qu'en gros ça perdait son sens quand l'entreprise devient l'alpha et l'oméga du truc et qu'on perd la dimension confédérale du syndicalisme, quoi. Le syndicat d'entreprise, ça perd son sens quand ça devient le truc principal. Car il ne faut pas s'y tromper, la négociation annuelle obligatoire n'a nul besoin de syndicat confédéré. Un syndicat de boîte y suffit largement. D'ailleurs, il n'en manque pas sous les étiquettes les plus diverses. Le centre de gravité de la relation sociale a été déplacé vers l'entreprise au moment où celle-ci s'est diluée dans un espace où se mêlent le dedans et le dehors, où la relation collaborative de travail s'est mue en relation contractuelle généralisée. En effet, outre la présence des intervenants multiples déjà cités, la plupart des réorganisations d'entreprises ont eu pour but d'introduire des relations de marché entre les services, voire entre les humains en lieu et place de la relation collaborative. Or, comme l'indiquent Armand Hatchel et Blanche Ségrestin, il n'y a d'entreprise que si les rapports de travail ne sont pas des échanges marchands. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que là où avant c'était un espace de collaboration entre les gens, l'entreprise ça devient de plus en plus un espace de concurrence ou un espace voire marchand. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avec la sous-traitance et tout, on va même se mettre à exploiter des gens entre les différents biais de la production, quoi. Donc ça devient compliqué de faire front dans ces cas-là avec des syndicats d'entreprise alors que ça n'a plus trop de sens, quoi. Même si dans le travail réel, les relations sont plus collaboratives que dans le travail prescrit, il n'en reste pas moins une transformation que ne peut pas ignorer le mouvement syndical. Renouveler le syndicalisme, ce n'est pas seulement le doter d'objectifs adaptés aux questions de notre temps, saisir dans un projet à peu près cohérent les enjeux sociaux, écologiques et féministes, c'est aussi en faire un outil pratique capable de saisir les formes et les statuts de travail au cœur de la dynamique du salariat réellement existant. Si l'objectif est de mobiliser et de recréer les communautés de travail, alors il faut largement déborder les frontières dites professionnelles. Ce lourd héritage qui constitue aujourd'hui autant de modes de séparation des travailleurs.
L'ainsi nommée entreprise a perdu son sens de communauté d'action collective. Il s'agit pour le syndicalisme de reconstruire celles qui sont pertinentes pour reconstruire son projet solidaire ou pour reconstituer une dimension de classe, si l'on se reconnaît dans cette approche. Le travail réel n'est pas le travail prescrit. Une stratégie conséquente permet de s'appuyer sur les échanges réellement existants dans l'accomplissement de la tâche, à condition bien sûr de s'en emparer de l'enjeu du travail et du rapport au travail. Donc en gros, voilà, il dit faut s'adapter aux conditions existantes actuellement et pas rester cantonné à l'entreprise en se disant ouais, on va taper plus fort dans l'entreprise, quand l'entreprise au final c'est peut-être elle-même diluée dans des nouveaux rapports, quoi. Et c'est pour ça qu'on évoquait la CELA, c'est pas la seule chose, mais arriver à comprendre en fait comment est-ce qu'on peut avoir un syndicalisme en fait qui dépasse les vieilles catégories à la fois de fédération, à la fois d'entreprise, qui sont toujours je pense, des choses qu'il faut garder, quoi, mais qui va chercher au-delà de ça. C'est intéressant parce que en France, on a quand même énormément de gens qui bossent dans des TPE, des PME, des auto-entrepreneurs, des intérims. Ces gens-là, ils sont extrêmement peu syndiqués, quoi. Donc il faut arriver à retrouver en fait ce lien avec ces gens. On peut même imaginer aussi à retrouver des liens à l'international. On avait vu là pendant la grève de Total il y a 6 mois là. Cette grève, elle avait aussi mis en jeu les Belges qui avaient bloqué une raffinerie. Et en fait, si tu bloques un truc en France, mais qu'en fait t'as la même chose en Belgique, en Allemagne, et qu'en fait ta grève elle sert à rien, t'es un peu baisé. Donc c'est pour ça que la dimension aussi internationale est intéressante, quoi. Là, il nous parle de la CFDT, de la CGT, mais vraiment ce truc-là, par contre le livre est cher, je trouve. Ça coûte 19,90€, ça fait mal au cul quand même, mais ça marche bien. C'est un livre qui est assez facile à lire pour le coup. C'est un livre que vous pouvez lire rapidos, quoi, et qui vous ouvre quand même des perspectives. Alors la conclusion, il nous dit quoi ? Il nous dit d'adhérer à l'IHT en conclusion. Non, je pense qu'on peut en rester là-dessus. Hein. Donc Jean-Marie Pernaut, 2 bouquins. À lire, sincèrement c'est pas mal du tout, ça vous permet de vous mettre les idées au clair, un plus théorique et un plus sur les perspectives actuelles de restructuration du syndicalisme français qu'on a bien besoin quand même.